Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous résumer tous les éléments à connaître du programme d'histoire du brevet, tous les chapitres. Si jamais vous avez envie d'aller voir un chapitre en particulier, je vous mettrai dans la description un minutage pour que vous puissiez vous repérer. Et en attendant, on va commencer avec le premier chapitre. Donc en 1914, les tensions entre les puissances européennes sont particulièrement fortes. On sent qu'une guerre va bientôt éclater et il s'agit de la raison pour laquelle un système d'alliance a été créé. Alors d'un côté, vous avez la triple entente composée de la France, du Royaume-Uni et de la Russie, et de l'autre côté, vous avez la triple alliance composée de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie et de l'Italie. L'élément déclencheur de la Première Guerre mondiale, c'est l'attentat de Sarajevo du 28 juin 1914 avec l'assassinat de l'archiduc héritier d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand, ce qui va entraîner une déclaration de guerre de l'Autriche à la Serbie. Et comme la Serbie est alliée à la Russie va déclarer la guerre à l'Autriche et ça va générer un mouvement en chaîne et donc la Première Guerre mondiale va éclater. Et nous, on va s'intéresser aux civils et aux militaires dans cette guerre. Alors tout d'abord, ce sont des acteurs importants. Évidemment, donc dans une guerre, les militaires sont des acteurs importants, les soldats. On a 70 millions de soldats mobilisés. Pour rappel, en France, ils s'appellent les poilus. Donc 70 millions mobilisés, qui est un chiffre très important pour l'époque. Ils participent aux différents combats. Il y a différentes phases dans la Première Guerre mondiale. La guerre de mouvement au début, avec des déplacements assez importants. Puis ensuite, les soldats s'enterrent dans les tranchées, dans un front de plusieurs centaines de kilomètres, euh, à la fois sur le front ouest et sur le front est. Et il va y avoir des conditions de vie qui vont être très très difficiles. Ils vont subir donc les obus, donc les tirs d'obus, etc. Et les civils, eux, vont également être des acteurs majeurs puisque ils vont être réquisitionnés déjà pour produire ces fameuses munitions, pour produire ces fameux obus à la chaîne. Les femmes vont notamment être réquisitionnées pour ce travail puisque de nombreux hommes sont partis au front. Et leur vie va également beaucoup changer puisque pour répondre aux besoins des populations, des soldats notamment en guerre, eh bien, il va falloir mettre en place un rationnement. On produit moins aussi du fait qu'il y a moins de monde dans les champs et donc euh, le rationnement va être mis en place et il va y avoir une pénurie qui sera importante. Et les civils et les militaires sont également des victimes de la guerre. Les militaires déjà parce qu'il y en a énormément qui meurent au combat, hein, c'est des situations, des conditions de vie vraiment très difficiles. On parle de 9 millions de morts au global et 6 millions qui sont mutilés. Et si on prend une bataille célèbre comme Verdun, par exemple, vous avez 306 000 morts français et allemands entre février et décembre 1916. Ce qui vous montre vraiment à quel point c'est important. Les civils vont également subir des violences. Notamment dans les zones occupées par les Allemands, il va y avoir des travaux forcés, mais également on va avoir le génocide arménien fomenté par l'Empire ottoman, qui est rentré en guerre aux côtés de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie et de l'Italie, et qui considère que les Arméniens sont favorables aux Russes et que donc ils ont décidé donc de les exterminer. On parle du génocide arménien, donc 1,2 million de morts sur 1,8 million. Pour rappel, un génocide, c'est l'extermination volontaire et systématique de tout un peuple. Et vous allez aussi avoir des révoltes contre les pénuries, contre le manque de nourriture. C'est ce qui va et contre la guerre en général. C'est notamment ce qui va se passer dans l'Empire russe en février 1917 avec l'abdication du tsar Nicolas II. Et ensuite, il va y avoir en octobre 1917 une autre révolution
ici, où ce sont les communistes qui vont arriver au pouvoir. Et donc cette guerre, elle se termine le 11 novembre 1918, remportée par la France et ses alliés, et le traité de Versailles du 28 juin 1919 va être très dur à vivre pour l'Allemagne, qui va devoir verser des indemnités de guerre très importantes, qui va perdre une partie importante de son territoire, et il va y avoir notamment le couloir de Danzig, et il va y avoir une volonté de revanche qui va perdurer tout au long de l'entre-deux-guerres et va contribuer au développement d'un nouveau type de régime, les régimes totalitaires. Alors un régime totalitaire, c'est un système politique dans lequel les dirigeants, par différents moyens, propagande, encadrement de la population, terreur, vont chercher à encadrer les populations, à les persuader du bien fondé de leur régime, et cela va passer par différents moyens. Alors, on va étudier deux régimes totalitaires principaux, l'URSS de Lénine, puis surtout de Staline, et l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler. Alors, on va d'abord s'intéresser à la mise en place de ces régimes. Donc en fait, il y a eu une guerre civile entre les partisans du tsar et les communistes en Russie. Finalement, les communistes ont gagné. Et à la mort de Lénine en 1924, c'est Staline qui va prendre le pouvoir et qui va donc instaurer ce régime. Pour l'Allemagne, c'est un contexte un petit peu différent, puisqu'après la Première Guerre mondiale, c'est la République de Weimar qui va être mise en place. Cependant, elle va être fragilisée par la crise économique, le krach boursier de 1929, et en 1933, Adolf Hitler devient chancelier, c'est-à-dire chef du gouvernement allemand. Et en fait, ces régimes totalitaires, donc, ils ont quelques points communs. Tout d'abord, la propagande. L'idée, c'est de convaincre l'opinion publique que le régime est le bon, que le régime est le meilleur possible. Ça passe notamment par des journaux. Hein, les autres presses sont censurées, notamment que ce soit en URSS ou en Allemagne, et la presse sert la propagande du régime, notamment on peut penser à la Pravda, qui est un journal assez connu en URSS. La population est encadrée, notamment des organisations de jeunesse. Je pense aux jeunesses hitlériennes d'un côté, les Komsomols du côté communiste. Vous avez également un culte de la personnalité qui est fait aux leaders, c'est-à-dire que des représentations, des affiches, des chansons vont être composées en l'hommage des différents dirigeants, et donc pour convaincre la population qu'ils sont incroyables et qui sont géniaux. Et vous allez aussi avoir tout ce qui est répression, donc notamment des autres partis politiques. Hein. Les autres partis politiques sont tous interdits. Le parti bolchevique est le seul autorisé en URSS. Le NSDAP, Parti national socialiste des travailleurs allemands, est le seul autorisé du côté allemand. Et donc vous vous retrouvez donc avec une information qui est contrôlée. Vous avez également énormément de massacres. Par exemple, lors de la Grande Terreur stalinienne, il y a 680 000 opposants politiques qui sont exécutés. Du côté nazi, les opposants politiques sont envoyés dans des camps de concentration, notamment celui de Dachau, par exemple. Ils sont soumis aux travaux forcés. Pareil également, en URSS, vous avez les travaux forcés, les camps de travaux forcés qu'on appelle les goulags. En 1938, il y a quand même 1,9 million de personnes dedans. Mais il y a des différences entre ces régimes totalitaires, notamment l'URSS qui, si les personnes sont enfermées dans les goulags, c'est parce qu'ils contestent notamment le système communiste basé sur la disparition de la propriété privée. Vous avez la collectivisation des terres qui est organisée par l'État, qui prend une place importante dans l'économie, primordiale via les plans quinquennaux. Vous avez les paysans qui doivent travailler dans les kolkhozes, qui sont des grandes exploitations agricoles, et les koulaks, qui sont les paysans les plus aisés, sont expropriés, ils perdent leurs terres. Du côté allemand, c'est un totalitarisme de race. Ils considèrent qu'il y a une race qui s'appelle la race aryenne qui est supérieure aux autres. Et donc,
ils vont essayer donc de mettre en place des réformes discriminatoires, notamment par les lois racistes et antisémites de Nuremberg, qui empêchent les femmes, enfin les juifs d'épouser des Allemands, notamment les juifs qui ne peuvent plus être propriétaires d'entreprises. Et tout cela, donc vous avez également des massacres de juifs, notamment pendant ce qu'on a appelé la nuit de cristal, donc les massacres également des opposants, et l'Allemagne qui veut étendre son emprise, étendre ce qu'on appelle son espace vital. Ils estiment en gros que la race aryenne doit posséder certains territoires, et donc ils vont essayer ils vont annexer l'Autriche, ils vont remilitariser le Rhin, et même si les démocraties tentent un temps de négocier avec l'Allemagne, notamment par des accords à Munich notamment, eh bien cela va finir par aboutir à la Seconde Guerre mondiale, puisque la France, qui est une démocratie, et le Royaume-Uni aussi, refusent de reconnaître refusent de reconnaître que l'Allemagne puisse ainsi étendre son emprise. Et donc, puisque la France a réussi à conserver son régime démocratique, même si celui-ci a été fragilisé par la crise économique, eh bien, en 1936, avec l'arrivée au pouvoir du Front populaire, la France a réussi à mettre en place des réformes sociales, notamment les congés payés, les premières semaines de congés payés et la semaine de 40 heures. Cependant, il y a eu des soucis en termes de modernisation de l'armée, et il s'agit de la raison pour laquelle, pendant la Seconde Guerre mondiale, les forces de l'Axe, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Italie et le Japon, vont dans un premier temps dominer les Alliés, qui sont au départ composés de la France, du Royaume-Uni et de la Pologne. Et donc l'Allemagne va dans un premier temps conquérir la Pologne, va ensuite attaquer la France en mai 1940, ce qui va aboutir à un armistice en juin de la même année, et dans les territoires occupés va perpétrer de très grands massacres, notamment et encore plus. Alors, notamment, alors en Angleterre, qui n'a pas été occupée par les Allemands, mais qui a été bombardée par les Allemands donc, pendant la bataille d'Angleterre. Il y a eu des massacres en France aussi, et ça va prendre une nouvelle tournure lorsque l'Allemagne va rompre le pacte germano-soviétique qu'elle avait signé, donc quand Hitler va rompre le pacte qu'il avait signé avec Staline, et qu'il va lancer l'opération Barbarossa en juin 1941, où l'armée allemande va très vite avancer. Il va y avoir des massacres qui vont être perpétrés, notamment contre les populations slaves et les populations juives, notamment fomentés par les Einsatzgruppen, avec plusieurs dizaines, centaines de milliers de morts. Et dans les territoires occupés par les Allemands, c'est-à-dire jusqu'en 1942, il y a une série de victoires allemandes, ces territoires qui vont être conservés pour certains jusqu'en 1944-1945, et ben on va avoir, plutôt 1944, et ben on va avoir le génocide des Juifs et des Tziganes, qui a été instauré définitivement suite à la conférence de Wannsee en 1942, donc la solution finale à la question juive, entre guillemets bien sûr. Vous avez 5 millions de juifs qui meurent, 250 000 tziganes dans des camps d'extermination comme celui de Treblinka, où vous avez 876 000 morts en l'espace d'un an, c'est absolument énorme. Vous avez également des juifs qui sont internés dans des ghettos, c'est-à-dire vraiment des quartiers fermés où ils ne peuvent pas sortir. Il y a également énormément de personnes qui meurent, notamment dans le ghetto de Varsovie, et également des camps de concentration où les opposants au régime, mais également certains juifs, sont soumis aux travaux forcés. Donc c'est des violences qui sont particulièrement importantes.
Mais attention, il ne faut pas avoir une vision trop manichéenne des choses, puisque du côté des Alliés, lorsqu'ils vont reconquérir les territoires, il va également y avoir de nombreuses violences, notamment par exemple à Dresde, qui est une ville allemande où il va y avoir 30 000 morts. Mais on peut aussi penser aux bombes atomiques, puisque je vous le rappelle que les États-Unis sont également rentrés en guerre dans ce conflit aux côtés du Royaume-Uni et de l'URSS. Notamment contre le Japon qui avait attaqué la base aérienne de Pearl Harbor en décembre 1941. Et donc, pour mettre fin à ce conflit, les États-Unis vont mettre au point la bombe atomique à travers le projet Manhattan, et vous allez avoir 70 000 morts à Hiroshima, 40 000 à Nagasaki, donc vraiment des violences de masse qui aboutissent à la capitulation du Japon le 2 septembre 1945. L'Allemagne avait capitulé le 8 mai. Et donc, c'est donc une violence extrême. La France ne va pas faire exception à cela. La France, comme on l'a vu, a perdu la guerre. La France, du moins en 1940, a perdu la guerre. La France est défaite et occupée. Donc à partir de 1940, le maréchal Philippe Pétain, qui est très connu parce que c'est notamment lui qui a permis à la France de remporter la bataille de Verdun, eh bien, il va être nommé président du Conseil, c'est-à-dire chef du gouvernement, en juin 1940. Il va signer un armistice avec les Allemands et il va créer un nouveau régime qu'on appelle le régime de Vichy, qu'on peut aussi appeler l'État français. C'est un régime qui va être tout d'abord antidémocratique et autoritaire, puisque le maréchal Pétain obtient les pleins pouvoirs le 10 juillet 1940. Il supprime tous les partis politiques, les syndicats, le droit de grève, il n'y a plus d'élections, la liberté de la presse est suspendue, vous allez avoir un culte de la personnalité qui va se mettre en place. Toutes ces réformes qui montrent finalement que ce régime est vraiment antidémocratique, et donc la Troisième République prend fin. Et c'est aussi un régime antisémite, c'est-à-dire qui prône la haine des Juifs, puisque il va y avoir notamment, donc il va engager, le maréchal Pétain, suite à une entrevue avec Hitler en 1940, va engager la France dans une politique de collaboration avec des rafles qu'il va organiser pour livrer des Juifs aux Allemands, notamment la rafle la plus importante du Vélodrome d'hiver, où 13 000 personnes sont arrêtées à Paris, et au total, sur toute la Seconde Guerre mondiale, c'est 76 000 Juifs qui vont être envoyés dans les différents camps d'extermination, qui vont mourir dans les chambres à gaz, avec dans les fours crématoires, qui vont être leurs cendres ensuite, ils vont être brûlés dans les fours crématoires. Il se rend coupable, le maréchal Pétain, de crimes contre l'humanité, et il va également soutenir davantage l'Allemagne en créant une milice pour aider la police politique allemande, la Gestapo, à arrêter les personnes qui résistent finalement à l'occupation allemande. Et il ne va pas s'opposer à la création du service du travail obligatoire, le STO, qui lui, par lequel des jeunes à partir de 21 ans vont devoir partir travailler en Allemagne pour produire dans les usines d'armement allemandes. Et donc, face à toutes ces politiques, la résistance va se mettre en place avec l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1940, des institutions qui sont formées comme le Conseil de défense de l'État par exemple, par le général de Gaulle, des messages radio sur la BBC pour motiver les Français à continuer le combat, avec d'autres institutions qui sont créées, notamment le Conseil national de la résistance qui est dirigé par Jean Moulin jusqu'à son arrestation et sa mort, et par lequel
il s'agissait de résister de l'intérieur à l'ennemi, avec aussi l'aide des FFI, les forces françaises de l'intérieur. Vous avez de nombreuses actions, des actions de sabotage notamment, des juifs également qui sont dissimulés, puisque ils avaient aussi perdu, au-delà de la déportation, ils avaient perdu sous le régime de Vichy, euh, ils ont plus ils ont perdu la nationalité française, ils ont plus de droits, ils peuvent plus être propriétaires d'entreprises comme en Allemagne finalement. Et donc, ces succès, ces sabotages, combinés au fait que la guerre change de tournure à partir de 1942, ça va permettre le débarquement du 6 juin 1944 en Normandie, puis celui du 15 août en Provence et la libération de Paris le 25 août. Et donc ensuite, la France va être considérée comme l'un des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, de par l'action notamment de Gaulle et des résistants, et va donc obtenir un siège au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies qui vient d'être créé et qui leur permet d'affirmer leur puissance. L'ONU qui remplace la Société des Nations qui avait été créée pour éviter qu'il y ait d'autres guerres après la Première Guerre mondiale, mais cela n'avait pas fonctionné. Cependant, même si la France est considérée comme un pays vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, elle reste affaiblie et les populations qui sont colonisées par la France, eh bien, vont essayer d'en profiter pour obtenir leur indépendance et à travers notamment des mouvements de décolonisation, c'est-à-dire que les colonies notamment en Indochine, notamment donc en Afrique subsaharienne, mais également dans les anciens territoires britanniques, vont chercher à obtenir leur indépendance. Alors parfois ça se fait pacifiquement, notamment dans les territoires d'Afrique subsaharienne française, où vous avez progressivement les populations qui acquièrent de l'autonomie, qui d'abord ont l'autorisation d'envoyer des députés à l'Assemblée nationale française pour faire prévaloir leurs droits. C'est comme cela, par exemple, que les travaux forcés ont été abolis dans les colonies. Également, il y a des lois sociales qui vont être mises en place pour augmenter l'éducation, pour également accorder la semaine de 40 heures, par exemple. Mais ces réformes vont être considérées comme insuffisantes par certains nationalistes qui souhaitent notamment qui dénoncent le fait que leur représentation à l'Assemblée nationale française est sous-évaluée par rapport à leur nombre réel et aussi des élections qui sont souvent truquées. Et donc malgré les tentatives de création d'une communauté française avec un système où la France serait toujours souveraine mais avec une plus grande autonomie locale, cela ne va pas tenir, mais les États vont finir par acquérir diplomatiquement leur indépendance en 1960. Mais parfois cela se passe également de manière plus violente, notamment en Algérie, où la situation est particulière puisque l'Algérie est une colonie de peuplement, c'est-à-dire une colonie où il y a énormément d'Européens qui vivent. Elle est séparée en plusieurs départements, donc c'est vraiment un territoire important pour la France qu'elle ne veut surtout pas perdre. Et donc il y a une guerre qui va se déclencher, qui va se déclencher en Algérie entre 1954 et 1962, opposant le Front de Libération Nationale, le FLN, à tout simplement l'armée française. Une guerre qui va être extrêmement violente, où la torture va être utilisée. Il y a également la bataille d'Alger en 1957, qui est une bataille importante, et progressivement, notamment suite à l'arrivée du général de Gaulle en 1958, au retour du général de Gaulle au pouvoir, eh bien, ils vont le général de Gaulle va progressivement se prononcer pour l'autodétermination de l'Algérie, c'est-à-dire pour que l'Algérie puisse décider elle-même si elle souhaite obtenir son indépendance par référendum. Référendum qui est un vote où il suffit à la population de répondre par oui ou par non. Et même si dans un premier temps il avait juré de garder l'Algérie française en 1958, donc il va progressivement changer d'avis, ce qui va générer des tensions, notamment la création d'un groupe, l'organisation armée secrète, l'OAS, qui va perpétrer des attentats, notamment contre De Gaulle,
en général, mais également plus globalement en métropole. Mais cela va rester vain puisque l'Algérie va finalement obtenir son indépendance. Suite aux accords d'Évian en mars 1962, bien, il y a un cessez-le-feu et en juillet, l'Algérie acquiert son indépendance. Il y a un référendum qui est organisé en France et en Algérie qui le certifie. Et donc après ces décolonisations, eh bien, la France et même le Royaume-Uni, les deux principales puissances coloniales, vont garder un certain lien avec les territoires, notamment un lien culturel et linguistique qui passe par la francophonie en France, avec la diffusion de la langue et de la culture française, le Commonwealth côté britannique, où il y a en plus des interactions commerciales qui sont importantes, et ces pays vont essayer de s'affirmer comme des pays non alignés, dits du tiers-monde, de ne pas prendre parti dans le conflit qui fait alors rage en ce moment, c'est-à-dire la guerre froide qui oppose les États-Unis et l'URSS. Et donc cette guerre froide, en fait, c'est une guerre dans laquelle, finalement, qui oppose les États-Unis et l'URSS, mais dans laquelle les deux grandes puissances ne vont pas s'affronter directement, mais par pays interposés, en fait. On parle donc d'un monde bipolaire. En fait, on a une opposition qui est idéologique, c'est-à-dire que les communistes, eh bien, ils défendent tout ce qui est propriété collective, notamment, et notamment, on a des démocraties parfois dites populaires avec finalement une population qui est très encadrée. Et les États-Unis défendent ce qu'on appelle plutôt une démocratie libérale, où on a plutôt un système qui est capitaliste, mais attention, ça n'a pas empêché les États-Unis, pour lutter contre des régimes communistes, de financer des coups d'État pour permettre à des dictateurs d'arriver au pouvoir. Donc, vous voyez, c'est assez complexe. Et en fait, justement, donc ces deux pays vont s'opposer. Tout d'abord, en Corée, entre 1950 et 1953, où en fait la Corée du Nord, qui est communiste, est soutenue, mais seulement financièrement, par l'URSS, va envahir la Corée du Sud, qui est capitaliste. Et là, les États-Unis vont intervenir militairement en faveur de la Corée du Sud, mais vous voyez qu'on n'a pas d'affrontement direct puisque l'URSS, elle, n'intervient pas directement dans le conflit pour éviter une catastrophe nucléaire. Et de la même manière avec la crise des missiles de Cuba, où l'URSS va essayer de mettre en place des missiles sur l'île de Cuba pour menacer les États-Unis. Les États-Unis vont essayer d'envoyer, donc de chasser le dirigeant cubain qui est au pouvoir, qui s'appelle Fidel Castro, et qui a fini par prendre le parti des soviétiques parce qu'il ne voulait pas être sous l'influence américaine. Et donc, au final, il va y avoir un arrangement qui va être trouvé et l'URSS va finalement enlever ces missiles de Cuba. Voilà, vous avez plein de conflits, hein. Je pourrais prendre l'exemple de la guerre du Vietnam aussi. Mais voilà, donc c'est pour que vous ayez aussi des exemples. Vous avez également des phases de détente, notamment entre 1962 et 1975. Et ensuite, vous avez une nouvelle phase de tension, mais qui va finalement aboutir à la chute de l'URSS en 1991. Notamment suite à de grandes difficultés économiques et le dirigeant qui s'appelle Gorbatchev qui va petit à petit libéraliser le régime et qui va faire en sorte que le régime finalement ne soit plus communiste, qui va autoriser notamment la propriété privée. Et donc c'est la fin de l'URSS et donc après 1989, donc 1991 c'est la chute de l'URSS, mais dès 1989 la fracture entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, symbolisée par le mur de Berlin qui coupait l'Allemagne en deux, donc qui a été construit en 1961 et détruit en 1989. Donc après 1989 et ensuite 1991 et la chute de l'URSS, eh bien le monde va dans une certaine manière être transformé puisque les États-Unis vont devenir la principale puissance. L'idée c'est ce que veulent les États-Unis, c'est d'organiser un nouvel ordre mondial dans lequel ils seraient
je cite, les gendarmes du monde. Et donc, on parle d'un monde unipolaire dans un premier temps, où les États-Unis vont énormément intervenir. Et puis, petit à petit, suite à la montée en puissance des pays émergents, également de la Chine, de l'Union européenne, eh bien, on va parler plus aujourd'hui d'un monde multipolaire. On a des conflits qui sont importants, notamment, alors qui sont apparus après 1989 pour certains, notamment la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine, qui avant faisait partie de l'URSS, même si la Russie dominait la Confédération. Vous avez également des conflits, par exemple en Yougoslavie, la Yougoslavie qui va éclater et qui va donner lieu à la création de plusieurs pays. Vous avez aussi des conflits qui étaient déjà présents avant la guerre froide et qui ne vont pas, pendant la guerre froide et qui ne vont pas disparaître. Ensuite, après 1989, je pense notamment au conflit israélo-palestinien. Et justement, ensuite, après ces conflits qui sont toujours importants, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des politiques de collaboration, de coopération internationales qui sont également mises en œuvre, notamment pour répondre aux enjeux du dérèglement climatique, avec notamment la COP 21 de 2015, où il y a des objectifs qui ont été pris pour réduire le réchauffement global de la planète. Et bon, il y a des limites puisque Donald Trump a par exemple décidé de se retirer de cet accord. Mais l'un des grands changements aussi après 1945, c'est la construction européenne. L'idée, c'est que l'Europe vient de connaître de nombreuses guerres et l'idée, c'est qu'il n'y ait plus justement ces conflits. Et donc, à partir de là, organiser la construction européenne qui se fait autour de 6 États, donc la France, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie et le Benelux, c'est-à-dire Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. Ça va être une coopération qui, dans un premier temps, va être économique. En 1951, la communauté européenne du charbon et de l'acier est créée, avec justement qui va permettre aux pays européens de se reconstruire. Ils avaient notamment été aussi aidés en cela par le plan Marshall, qui était pour le coup une aide américaine, et du côté de l'URSS et du bloc de l'Est, il y avait eu aussi ce type d'accord. Et j'en profite pour replacer cela, mais il y avait également une alliance militaire à l'ouest, dans le bloc de l'Ouest avec l'OTAN et l'Organisation des traités de l'Atlantique Nord, et dans le bloc de l'Est avec le pacte de Varsovie. Mais donc si je reprends la construction européenne, donc en 1951, vous avez la communauté européenne du charbon et de l'acier, donc vous avez déjà dans ces domaines-là une coopération. Vous avez également la création de la communauté économique européenne en 1957 avec le projet de créer un marché commun, un espace de libre-échange finalement où les hommes et les marchandises pourraient circuler. Ça n'a pas forcément eu tous les effets escomptés dans un premier temps. En 1962, vous avez la politique agricole commune également qui a été votée. Progressivement, la communauté économique européenne va s'agrandir, d'abord en 1973 avec le Royaume-Uni, le Danemark, l'Irlande, et aussi dans les années 80 avec l'Espagne, le Portugal, la Grèce, d'autres pays également dans les années 90, et notamment après la chute de l'URSS où certains anciens pays communistes vont rentrer tout simplement dans la communauté européenne, qui est devenue entre-temps l'Union européenne en 1992, avec le traité de Maastricht, qui crée notamment une citoyenneté européenne. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, on vote pour les élections européennes. Et on a également la zone euro qui a été construite. Qui a été mise en place, c'est-à-dire une monnaie unique. Mais attention, tous les pays de l'Union européenne ne sont pas dans la zone euro, mais vous avez tout de même une organisation qui est un petit peu en crise aujourd'hui, avec notamment la décision bien finalement de l'Angleterre de quitter donc par le Brexit, de quitter l'Union européenne.
Et la France, elle, de son côté, il est le temps de parler de la France après 1945. Au-delà de la construction européenne, la France a d'abord dû surtout se reconstruire. Elle a dû se reconstruire, ce qui passe notamment par l'idée de rompre avec le régime de Vichy d'une certaine manière, ce qui va passer par des tribunaux d'épuration, c'est-à-dire des tribunaux où en fait Vichy va le gouvernement provisoire de la République française va tout simplement lutter contre, essayer de retrouver les anciens dignitaires du régime de Vichy pour justement les condamner, soit à la mort, soit à la prison. Et puis ensuite, la guerre a fait énormément de dégâts, et donc il faut procéder à la reconstruction, ce qui passe par ce qu'on a appelé, je cite, le retour à la nation des moyens de production. En fait, ça veut dire que l'État va nationaliser, va devenir propriétaire de certaines grandes entreprises, soit parce qu'elles ont collaboré avec l'ennemi, comme Renault, mais surtout pour pouvoir financer elle-même la reconstruction du pays, qui est vraiment totalement détruit. Vous avez également la République qui est restaurée, avec les libertés fondamentales, la liberté de conscience, de grève, de réunion, d'expression, le pluralisme également qui revient au goût du jour, l'égalité de tous devant la loi. Vous avez 5 élections qui sont organisées en 2 ans, avec finalement pour point d'orgue la constitution de la 4e République, qui est approuvé en octobre 1946, donc un texte de loi qui va finalement régir les lois du pays, quoi. Justement, ces lois, qui vont également bien changer par rapport, y compris à avant la guerre, puisque par exemple les femmes obtiennent le droit de vote, elles sont également éligibles. On voit cependant tout de même que elles sont peu élues, puisqu'on a seulement 33 femmes qui sont élues pour 553 hommes pour débattre justement de la constitution de la 4e République. Et donc cette 4e République se met en place avec également une république démocratique et sociale, avec un système de sécurité sociale et système de retraite. Mais cependant, elle ne va pas durer de par l'instabilité liée aux décolonisations et aussi une très forte instabilité gouvernementale dans ce régime parlementaire. Et la 5e République va être mise en place. C'est un régime qui est mis en place en 1958 qui reste parlementaire, c'est-à-dire qu'on a le Parlement, c'est-à-dire les assemblées nationales notamment, qui contrôlent toujours le gouvernement, mais on a un président qui a un pouvoir plus fort, qui va choisir le Premier ministre, qui peut également dissoudre l'Assemblée nationale, qui peut également utiliser le 49.3 pour faire passer des réformes sans l'accord de l'Assemblée nationale, même s'il s'expose à une défiance, si jamais la majorité des députés est contre lui. Et vous avez aussi une instabilité qui est moins importante, puisque avec le nouveau mode de scrutin majoritaire, en gros, en général, le parti qui a obtenu le plus de voix à la majorité absolue des sièges, à plus de la moitié des sièges, ce qui assure une certaine continuité dans le gouvernement, même si c'est un petit peu moins le cas aujourd'hui. Cette république va s'enraciner malgré les crises, notamment la crise de mai 68, qui va aboutir un an plus tard, donc qui va fragiliser le pouvoir du général de Gaulle et qui va aboutir finalement au fait qu'il quitte le pouvoir en 1969, après avoir notamment instauré l'élection du président de la République au suffrage universel en 1962. Lui succède Georges Pompidou, qui est du même parti, qui a longtemps été son premier ministre, puis Valéry Giscard d'Estaing, et ensuite on va avoir François Mitterrand, et ça va inaugurer en 1981 ce qu'on appelle l'alternance, c'est-à-dire qu'on va avoir une alternance entre
les partis de droite et de gauche au pouvoir. Et en 1986, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une cohabitation. C'est-à-dire que c'est toujours François Mitterrand le président, puisqu'à l'époque, il est élu pour 7 ans, on parle de septennat, mais la droite a remporté les élections législatives, et donc François Mitterrand, qui est un président de gauche, va devoir nommer un Premier ministre de droite, à savoir Jacques Chirac, et c'est ce qu'on appelle, ce type de régime, on appelle ça la cohabitation. Il y en aura il y en aura d'autres par la suite, notamment entre 1993 et 1995. Mais au final, en 2002, on va décider d'une réforme où le septennat va se transformer en quinquennat, une réforme donc du président. Le président de la République est désormais élu pour 5 ans, et donc le calendrier des élections présidentielles et législatives va se chevaucher, et on n'aura plus de cohabitation, parce que on fait cela pour éviter que le gouvernement tout simplement soit paralysé. La France qui va également petit à petit avoir une bonne indépendance par rapport aux États-Unis, qui ne va pas suivre notamment les États-Unis dans les conflits, notamment quand les États-Unis vont intervenir en Irak à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Donc le général de Gaulle voulait notamment dès le départ que la France ait une totale autonomie, ce qui était compliqué avec le plan Marshall parce que la France avait eu besoin de l'aide des États-Unis pour se reconstruire, mais finalement ils ont réussi à se reconstruire, la France a bien réussi à se reconstruire et à s'assujettir d'une certaine manière des États-Unis, même si l'influence culturelle américaine reste forte. Et justement, en parlant d'influence culturelle et de mutation culturelle, on va étudier enfin, pour terminer, les mutations des sociétés françaises. On a entre 1950 et 1980 une forte croissance démographique, notamment suite à la fin de la guerre, avec une forte hausse de la natalité autour de ce qu'on a appelé le baby boom. On a un solde migratoire qui est également élevé, c'est-à-dire que pour reconstruire la France a favorisé le fait que des populations venues notamment des territoires colonisés par la France à l'époque viennent travailler en France. Vous avez également une urbanisation croissante parce que avec la mécanisation croissante de l'agriculture, on a moins besoin de main-d'œuvre, et donc on a beaucoup de Français qui vont aller travailler dans de nouveaux espaces productifs, à savoir l'industrie et les services. Mais cette urbanisation va aussi également engendrer une augmentation de la pauvreté, plus de bidonvilles. Et pour pallier à cela, l'État va créer, donc on parle d'État-providence parce qu'il intervient énormément dans la vie économique, notamment pendant les premières années qui suivent la guerre. Il va créer notamment les HLM, les habitats à loyer modéré, et également le salaire minimum, le SMIC en 1970, et également la création plus tard du RMI, revenu minimum d'insertion, pour ceux qui n'ont pas d'emploi. Et aussi pour réduire la pauvreté en 1988, pas en 1988, pardon, pour réduire la pauvreté, vous avez des associations comme les Restos du Cœur qui sont créées. Vous avez aussi un progrès technique global à travers notamment qui a permis notamment les 30 Glorieuses, avec une forte expansion économique, une certaine croyance en l'avenir, mais il y a une crise économique qui débute suite à la difficulté de certaines régions industrielles et au choc pétrolier, et donc il va y avoir une hausse du chômage qui est importante. Sinon, en ce qui concerne la mutation, on a aussi une mutation au niveau de la condition féminine, avec le développement de mouvements féministes, voilà, qui promeut la liberté des femmes, leur émancipation, et donc qui militent pour les droits des femmes. Vous avez notamment donc une autonomie des femmes qui progresse. Sous le général de Gaulle, elles peuvent travailler et avoir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari. Il y a une loi également en 1968, 67-68, qui autorise en partie la contraception,
Définitivement en 1974 pour éviter qu'une femme tombe enceinte si jamais elle n'en a pas envie. Aussi l'autorité parentale partagée en 1970. Avant, c'était le père, le seul chef de famille. Maintenant, la mère a aussi son rôle à jouer dans les décisions importantes concernant l'enfant. Vous avez également la loi Veil de 1975 qui autorise l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. Et vous avez la même année le divorce par consentement mutuel. Vous avez également une égalité professionnelle qui est revendiquée mais qui n'est pas effective. Malheureusement, et malgré les lois en ce sens dans les années 1980. Et la conséquence de tout cela, notamment, on a des conséquences sur la famille, avec un changement de cadre de la famille, notamment une autonomisation des jeunes qui peuvent se marier désormais sans l'autorisation de leurs parents une fois qu'ils sont majeurs. La majorité passe également à 18 ans, ce qui leur permet, sous Valéry Giscard d'Estaing, ce qui leur permet de voter plus tôt aussi et de s'affirmer dans la vie politique. Plus globalement, on a également une culture qui devient accessible à plus de personnes par les médias, la télé, la radio, le cinéma, bon, et aujourd'hui les réseaux sociaux. Et on a aussi des changements sociétaux importants, notamment une lutte croissante contre les racismes via des associations comme SOS Racisme par exemple. Voilà donc pour le programme d'histoire. Je vous invite à également bien relire vos cours pour les programmes de géo et d'enseignement moral et civique qui n'ont pas été évoqués dans cette vidéo. Si vous avez des questions, des éléments que vous n'avez pas compris dans les commentaires, je vous invite à justement à me dire dans les commentaires, à me le dire dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Bon courage pour les épreuves du brevet et à bientôt.